Donc on se retrouve aujourd'hui pour discuter euh, de la gamme diagnostique et plus particulièrement on verra d'une des étiologies de lésions qui présentent un rehaussement annulaire, lésions donc nodulaires, ovalaires, arrondies, rehaussement périphérique annulaire, centre nécrotico-kystique, avasculaire comme vous voulez. L'aspect scanographique n'est pas spécifique. On a une gamme diagnostique à évoquer dont les tumeurs cérébrales primitives, les tumeurs cérébrales secondaires, donc les métastases, les abcès, mais on verra qu'il y en a d'autres. Là-dessus, sur le scanner, rien de spécifique. Ce que je vous encourage à faire dans ces cas-là, c'est essayer de creuser un peu le contexte clinique. Est-ce que le patient a une tumeur connue autre part? Est-ce qu'il a un syndrome inflammatoire biologique? Est-ce qu'il a de la fièvre? Regardez également bien sur le scanner, par exemple, les sinus de la face, les cavités de l'oreille moyenne, les cellules mastoïdiennes qui pourraient vous orienter éventuellement vers un processus infectieux local et donc pourquoi pas un abcès. Ça, c'est ce qu'on peut débrouiller en scanner, mais ça va vraiment être l'IRM qui va, dans la plupart des cas, vous aider. Et si vous analysez bien vos séquences, vous pourrez poser le diagnostic de cette lésion. Ou alors essayer d'en préciser la nature, plutôt tumorale, plutôt infectieux, plutôt inflammatoire. Donc là ici, si on regarde ces différentes séquences, la séquence flair, la séquence axiale T2, T1 post-injection, où on voit cette lésion temporale droite qui se rehausse en périphérie, un centre nécrotique, un œdème adjacent qu'on voit très bien en T2 et en flair. Donc les séquences de diffusion avec cartographie d'ADC, une séquence de perfusion. Ce qu'il faut analyser ici, tout de suite, ce qui nous donne la réponse, c'est la séquence de diffusion avec un hypersignal intense sur le B1000 et sur la cartographie, une chute du coefficient apparent de diffusion, donc du coefficient donc de l'ADC, qui vous montre qu'on a bien une restriction de la diffusion. La séquence de perfusion nous montre une lésion qui n'est pas du tout hyperperfusée, qui est même hypoperfusée. Ici, dans ce cas-là, on peut poser, avec une bonne confiance diagnostique, le diagnostic d'abcès bactérien. Et donc, on va voir que cette imagerie multimodale, avec les séquences de diffusion, de spectroscopie, de perfusion, vont pouvoir nous aider grandement, puisque si au premier coup d'œil, ces deux lésions peuvent se ressembler, à savoir une lésion à centre non rehaussé, à centre nécrotique, prise de contraste périphérique, eh bien elles sont tout à fait différentes, comme on va le voir. Donc devant ce genre de lésion, toujours avoir ce moyen mémotechnique en tête, donc le Magic Doctor, le M de métastase, le A de abcès, le G de glioblastome, le I de infarctus. Les lésions ischémiques dans une phase subaiguë peuvent parfois se rehausser de façon inquiétante, de façon trompeuse. Le C de contusion, donc pour les hématomes également, un stade subaigu peuvent présenter une prise de contraste périphérique. Le démyélinisant et le R de radionécrose. Ici, ce qui nous donne la réponse sans trop de soucis, c'est la diffusion. Première lésion qui présente un hypersignal marqué à B1000. Je vous ai pas mis la carto ADC, mais il y avait une diminution de l'ADC, donc qui confirmait le diagnostic d'abcès bactérien. Ici, la diffusion, il n'y a pas d'hypersignal de diffusion, donc ça peut également être un abcès, mais un abcès qui ne va pas être bactérien. Mais ici, on était dans le cas d'une métastase. Les métastases, en général, ne présentent pas d'hypersignal diffusion. Donc, devant toutes ces lésions, d'étiologies différentes, que ce soit infectieuses bactériens, infectieux parasitaires ou autres, tumorales, on peut avoir des lésions qui, au premier coup d'œil, on l'a dit, se ressemblent. Et c'est là que l'imagerie multimodale va avoir tout son rôle à jouer. Donc si on se concentre aujourd'hui un peu plus sur l'abcès cérébral apyogène, il faut rappeler que ce sont des lésions finalement assez rares quand on les compare à des lésions tumorales type métastatique, type tumeur primitive glioblastome. Elles sont rares, mais elles sont graves. Ça correspond à une collection purulente qui va être délimitée, comme on peut le voir sur ces schémas et ces coupes histologiques, par une capsule qui va être plus ou moins épaisse selon le stade d'évolution de l'abcès. Je voudrais attirer votre attention tout de suite que la fièvre,
Si on pourrait se dire la fièvre et le syndrome inflammatoire biologique vont nous aider, dans la grande majorité des cas, eh bien il n'en est rien puisque la fièvre est très inconstante, globalement une fois sur deux, de même que le syndrome inflammatoire biologique est inconstant. Donc le plus souvent, selon la taille de l'abcès, selon sa localisation, on va avoir un patient qui se présentera avec des céphalées, plus ou moins des crises convulsives et un déficit neurologique focal. Quand on a un abcès vraiment au stade collecté, comme on a pu le voir précédemment, et qu'on a une sémiologie typique, le diagnostic est relativement facile. Ce qui est plus difficile, c'est à un stade plus précoce. Quand l'infection n'est pas collectée, ce qu'on appelle la cérébrite, c'est une inflammation cérébrale focale présuppurative. Là, on va avoir des plages œdémateuses, plus ou moins bien limitées, plus ou moins rehaussées, qui vont être difficiles à diagnostiquer. Et d'autre part, on verra qu'il y a tout un tas d'atypies des abcès, que ce soit en diffusion ou sur les autres séquences, qui peuvent être donc à l'origine de pièges diagnostiques et de difficultés. Là ici, je vous montre un autre cas issu du DU de neuroradio, un patient de 58 ans qui n'avait pas d'antécédent particulier, qui est hospitalisé en psychiatrie, et on lui fait une IRM. Vous voyez tout de suite cette volumineuse lésion temporale droite avec un centre très hyper intense en T2 et une coque périphérique en hyposignal. On voit que cette lésion exerce un effet de masse certain, avec un œdème périphérique. On voit l'effet de masse avec l'effacement des sillons corticaux, et surtout ici, le lobe temporal interne qui vient faire, un net effet de masse sur le pédoncule cérébral du mésencéphale. On peut également observer une dilatation du ventricule latéral gauche, probablement par hydrocéphalie d'exclusion liée à l'effet de masse. Prochaine séquence à analyser ici, on va voir déjà que ça se rehausse en périphérie, et on va voir sur la diffusion cet hypersignal marqué AB1000 avec une chute marquée du coefficient apparent de diffusion. Là ici, on peut également évoquer avec une très bonne confiance diagnostique le diagnostic d'abcès cérébral apyogène. Donc pourquoi on a cette hypersignal diffusion avec cette diminution de l'ADC? Eh bien, l'hypothèse principale, c'est que le pus de l'abcès va être très visqueux et donc va restreindre le mouvement des molécules d'eau qui ne vont plus pouvoir circuler librement, donc qui vont restreindre la diffusion. On pourrait se dire que c'est facile, dans ces cas-là c'est relativement facile, on l'a dit, oui, mais tout abcès n'est pas en hypersignal diffusion. Les abcès bactériens sont en général en hypersignal diffusion, bien qu'il y a, on estime, entre 5 à 10, 20% des cas où l'abcès bactérien ne va pas être en hypersignal diffusion. Et après, on a les abcès non bactériens, les abcès, par exemple, toxoplasmiques, tuberculeux, qui ne vont pas forcément non plus être en hypersignal diffusion. A contrario, tout ce qui est en hypersignal diffusion n'est pas non plus de l'abcès. On va voir certaines tumeurs avec de la nécrose hémorragique ou un caractère hypercellulaire peuvent être en hypersignal diffusion avec diminution de l'ADC. Et enfin, on l'a vu au stade initial de l'infection, on va avoir un aspect de cérébrite. Cérébrite qui n'aura pas la même sémiologie que l'abcès collecté. Comme on peut le voir ici, sur cette plage hypodense, cortico-sous-corticale, qui apparaît en hypersignal T2, qui apparaît avec des plages en hypersignal, d'autres plages en isosignal sur la diffusion, et qui présente quelques plages rehaussées, mais on n'a pas du tout le rehaussement annulaire périphérique complet. On a un rehaussement linéaire partiel, avec ici un caractère plus nodulaire, donc là-dessus, c'est compliqué d'être formel. Il s'agit d'une plage de cérébrite. Autre exemple ici, on voit cette lésion qui prend le contraste en périphérie, une zone centrale non rehaussée, avec une petite plage nodulaire excentrée, qui pour ceux qui ont fait un peu de neuroradio, le diagnostic ne posera pas beaucoup de soucis, donc ce signe de la cible excentrée. On voit ici, pourtant c'était une image
de nature infectieuse, on voit qu'il n'y a pas d'hypersignal diffusion et même un hyposignal. Il s'agissait ici d'une toxoplasmose. Autre exemple encore, lésion qui prend le contraste en périphérie, centre non rehaussé. Prend hypersignal diffusion, globalement homogène en dehors de cette zone-là, et on voit que le coefficient apparent de diffusion est très très bas. Là on pourrait se dire, c'est un abcès. Méfiez-vous, et donc c'est pour ça que je vous encourage à analyser également la perfusion, la spectroscopie si vous en avez l'occasion, puisqu'il s'agissait ici d'une métastase. Les métastases, certaines métastases hypercellulaires, par exemple de poumons, de sein, ou certaines métastases hémorragiques, ou certaines à contingent mucineux, peuvent se présenter avec un hypersignal diffusion et une diminution de l'ADC. A l'inverse, on l'a vu, dans certains nombres de cas d'abcès bactériens non traités, la diffusion peut être tout à fait normale. Ici, lésion frontale droite en hypersignal diffusion hétérogène AB1000, donc hypersignal même s'il est hétérogène. Sur la carto ADC, on voit qu'il y a des zones en diminution, d'autres zones qui sont plutôt ISO, d'autres zones plutôt augmentées. Là-dessus, on serait tout à fait en droit de se dire qu'il s'agit d'une lésion infectieuse de type abcès. Même chose ici, rehaussement périphérique assez épais. Ici, on pourrait tiquer sur ces petites zones centrales un peu rehaussées, mais c'est pas évident du tout. Ce qui va nous sauver ici, c'est la séquence de perfusion qui va nous montrer, au niveau de la portion rehaussée, une hyperperfusion vraiment indiscutable et marquée. Ici, il s'agissait d'un glioblastome, probablement avec des remaniements nécrotiques et hémorragiques, à l'origine donc de cette hypersignal diffusion hétérogène. A l'inverse ici, un exemple d'abcès cérébral apiogène, avec la séquence de perfusion qui retrouve une lésion hypoperfusée. On va le revoir, l'abcès en général, on dit qu'il a une coque plus fine qu'une tumeur. Je pense que ce signe, on peut presque l'oublier. Il y a des abcès qui peuvent avoir une très grosse coque et des tumeurs, une coque très fine. Par contre, la coque de l'abcès sera hypoperfusée et sur la séquence de susceptibilité, on aura des renseignements, des informations importantes, donc ce fameux dual rim sign dont on reparlera un petit peu après. On le reverra, on peut s'aider également de la spectroscopie. Donc, juste pour enfoncer le clou sur la perfusion, ici, 4 types de lésions, 3 lésions infectieuses de nature différente, une lésion tumorale. Là, avec si vous avez la perfusion que vous analysez bien, au premier coup d'œil, c'est assez facile de se dire que là, il y a une hyperperfusion marquée, donc on est très très probablement face à une lésion tumorale, alors qu'ici, on a des lésions qui sont hypoperfusées, et donc plutôt infectieuses, plutôt abcès. Donc, on le redit une fois de plus, devant les lésions qui prennent le contraste en périphérie, avec un centre nécrotique, centre avasculaire, on a tout un tas de diagnostics à évoquer, et s'il y a une conception classique qui dit que la coque de l'abcès est généralement fine, mais vous voyez que c'est pas du tout vrai. On peut avoir des abcès vraiment avec des coques énormes, des abcès à coque plus fine comme ici et ici. On peut parfois avoir de l'air au sein de l'abcès, donc l'épaisseur de la prise de contraste ne va pas vous aider beaucoup. Ici à l'inverse, un glioblastome avec une coque relativement fine en dehors de cette zone qui est plus irrégulière, plus nodulaire. Donc retenez que la prise de contraste ne va pas beaucoup vous aider. Ce qui est plus intéressant par contre, et je vous encourage à faire dans ces bilans-là, si les patients ne bougent pas dans l'IRM, s'ils sont coopérants malgré leur lésion, c'est de faire de la susceptibilité magnétique, puisqu'il y a un signe qui s'appelle le dual rim sign, qui est très évocateur d'abcès apiogène, et également qui a été décrit dans les abcès tuberculeux, mais qui n'a pas été décrit, qui n'a pas été rapporté à ma connaissance dans les tumeurs et dans les autres types d'abcès. Donc ce dual rim sign, c'est le fait de voir une zone, une partie de la coque de la lésion qui est en hyposignal, et une seconde zone qui, elle, est en hypersignal.
Et donc ça, c'est si vous l'avez, vous l'avez pas systématiquement, mais quand vous l'avez, c'est un très bon signe qui vous fait dire, qui vous donne un argument supplémentaire pour poser le diagnostic d'abcès. Ici, je vous montre un cas peut-être un peu plus difficile, puisqu'on dit théoriquement que les abcès ne saignent pas, alors qu'ici, sur la séquence de susceptibilité, on voit des petits spots en hyposignal qui peuvent faire penser à de l'hémorragie, et on ne voit pas, franchement, de dual rim sign. Ce qui peut nous réorienter, nous dire que c'est peut-être un abcès finalement, c'est cette hypersignal diffusion, cette diminution de l'ADC, et de voir que globalement, il n'y a pas d'hyperperfusion. Donc là, ça avait été confirmé, c'était bien un abcès cérébral apiogène. Et retenez que si dans la grande majorité des cas, on ne verra pas de remaniement hémorragique, dans une petite proportion, on peut le voir et ça n'élimine en rien le diagnostic. Ce qui peut vous donner également des arguments supplémentaires, c'est de faire de la spectroscopie. Ici, une spectroscopie faite à ATE long. Vous voyez ici un doublé négatif qui souvent est autour de 0,9 à 1 ppm, qui correspond à un pic d'acide aminé. On peut observer également des lipides à 1,3 ppm, mais qui ne va pas être discriminant, puisque les lipides peuvent se retrouver par exemple dans les métastases ou dans certaines tumeurs. Ici, ce volumineux pic à 1,9 ppm, quant à lui, va également vous mettre sur la piste. Il s'agit d'un pic d'acétate, et à 2,4 ppm également, c'est du succinate. Et donc, si vous avez des acides aminés ou bien de l'acétate et du succinate, eh bien c'est des arguments supplémentaires pour poser le diagnostic d'abcès. Notez également qu'à l'inverse d'autres lésions, vous ne verrez pas de pic de choline, pas de pic de créatine, pas de NAA. Donc là, je vous invite à bien regarder. Le NAA, il est à 2 ppm, alors qu'ici l'acétate, il est un petit peu avant, il est à 1,9 ppm. Une fois que vous avez posé ou alors que vous avez suggéré le diagnostic d'abcès cérébral parenchymateux, notamment apiogène, que vous êtes assez sûr de vous, je vous encourage à essayer de trouver sur l'imagerie une porte d'entrée. Ce qu'on peut voir nous sur l'imagerie, c'est des arguments pour une automastoïdite. Je vous encourage également à regarder les sinus de la face pour voir s'il y a donc une infection à ce niveau-là qui aurait pu par extension de contiguïté causer cet abcès. Après, ça sera le rôle de votre collègue clinicien de faire un bilan complet afin d'en déterminer la porte d'entrée de cet abcès. Hormis cette porte d'entrée, ici on voit patient qui faisait des épisodes d'automastoïdite à répétition qui avait fini par faire un volumineux abcès à ce niveau-là. Si vous avez trouvé cette porte d'entrée, la prochaine étape c'est de regarder s'il y a des complications. Ici, abcès cérébelleux gauche. Ici, thrombose veineuse, thrombophlébite septique du sinus transverse. Donc toujours essayer de rechercher porte d'entrée, complications. Autre type de complication, et qui ici va être gravissime, c'est la ventriculite. Je vous encourage à bien regarder la séquence de diffusion qui vous montrera un hypersignal dans le ventricule latéral ici, qui traduira la présence du processus infectieux, donc la présence de pus dans le ventricule qui vous posera le diagnostic de ventriculite. Sur la séquence flair, on peut voir des anomalies similaires, et également soit en flair, soit en T1 post-injection, la prise de contraste des parois ventriculaires qui vous signera le diagnostic d'épendymite. Donc ça, quoi qu'il y ait une rupture dans le ventricule, c'est un pronostic effroyable. Pourquoi ça peut se rompre dans le ventricule ? Il y a probablement plusieurs explications. Une des explications qui est avancée, si vous regardez bien, quand vous avez un abcès d'une certaine taille, c'est de voir que l'épaisseur de la coque est asymétrique. La coque serait plus épaisse en général sur le versant cortical, parce qu'il y aurait une meilleure vascularisation à ce niveau-là, et donc la coque peut mieux se créer. À l'inverse de cette zone-là, sur le versant ventriculaire, un peu moins bien vascularisée, donc probablement une coque plus fine, donc plus fragile, et risque de rupture et d'extension par contiguïté au ventricule. J'ai pas d'image pour vous en convaincre, mais sachez
que même après la bonne évolution clinique, une amélioration clinique de ces patients, il peut persister des prises de contraste, des lésions pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois. Ce qu'il faut bien analyser, c'est votre cartographie, votre séquence de diffusion et votre cartographie ADC, de voir que l'ADC va progressivement augmenter, et également d'analyser la coque de l'abcès. Pour conclure, le diagnostic, les abcès cérébraux sont rares mais potentiellement très graves, et là, le rôle du radiologue est fondamental pour poser le diagnostic positif ou alors pour essayer d'orienter au maximum ce diagnostic, pour en rechercher les complications, éventuellement la porte d'entrée. On l'a vu, l'imagerie de diffusion est un élément central, un élément clé pour poser ce diagnostic d'abcès apyogène. Cependant, il y a quelques pièges sur ces différentes séquences, et notamment sur la séquence de diffusion. C'est pourquoi je vous encourage autant que possible à faire de la perfusion, si vous pouvez également à faire de la susceptibilité magnétique, et pourquoi pas de la spectroscopie, pour vraiment avoir une imagerie multimodale complète, pour pouvoir faire une bonne analyse et poser le diagnostic avec le plus de certitude. Donc on l'a vu, rechercher les complications, que ce soit des thromboses veineuses septiques, une ventriculite, rechercher s'il y a des empyèmes, s'il y a des signes de méningite associés, et essayer de trouver la porte d'entrée sinusienne ou automastoïdienne. Après, sur le reste, ça sera le rôle du clinicien de débrouiller ce bilan. Je vous rappelle, ces lésions qui présentent un rehaussement périphérique et un centre nécrotique, toujours avoir ce moyen mémotechnique en tête, donc le Magic Doctor, métastase, abcès, glioblastome, infarctus pour ischémie, contusion pour les hématomes, démyélisant, radionécrose. On termine simplement par cette diapo qui résume le diagnostic d'abcès. Ici, T1 post-injection, rehaussement périphérique, zone centrale nécrotique avasculaire. Ici, séquence de susceptibilité, vous avez reconnu ce dual rim sign, cette coque périphérique en hyposignal, et sur le versant interne en hypersignal. Donc ça se voit dans l'abcès apyogène, mais également ça peut se voir dans la tuberculose. Ici, diffusion et ADC, hypersignal AB1000, diminution sur la carto ADC. Et enfin, la séquence de perfusion vous montre l'absence d'hyperperfusion et même une lésion qui va être hypoperfusée. J'espère que ce topo aura été clair. Je vais vous mettre quelques liens, quelques références utiles si vous voulez creuser le sujet. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.